Bonjour et bienvenue. On se plonge aujourd'hui dans une pile de documents franchement absolument fascinants. Bonjour. Il nous amène au cœur d'une véritable révolution, celle des drones militaires. Oui, et ça va très très vite. Exactement. Notre mission aujourd'hui, c'est de décrypter ensemble ce nouvel équilibre des forces. On va voir comment la guerre en Ukraine a tout accéléré. Un catalyseur incroyable. Oui, avec d'un côté l'ingéniosité ukrainienne, presque artisanale, l'adaptation massive de la Russie, et puis le retard de l'Europe. On va devoir en parler, oui. Et enfin, au sommet, la compétition féroce entre les États-Unis et la Chine. Pour ça, on a des analyses géopolitiques, des fiches techniques, des rapports sur les programmes militaires. On a de quoi faire. C'est un sujet qui évolue à une vitesse folle. Le conflit en Ukraine a vraiment fait voler en éclats une idée reçue. Laquelle? Celle qu'on ne verrait plus d'innovation de rupture en plein milieu d'une guerre. On pensait ça, réservé aux guerres mondiales. Les drones ont totalement prouvé le contraire. Il y a une citation que vous m'aviez montrée qui résume bien l'ambiance. Oui, celle de l'amiral Pierre Vendier. Le temps des carnivores est revenu. C'est très parlant. Ce qu'on observe, ce n'est pas juste l'arrivée de nouveaux équipements. C'est une transformation radicale et à un rythme effréné du champ de bataille lui-même. Alors, commençons par le commencement, l'Ukraine. Au tout début de l'invasion, on a tous en tête ces images des drones turcs, les fameux Bayraktar TB2. Ah oui, c'était très marquant. On avait l'impression de voir David contre Goliath. Ces engins qui détruisaient des colonnes de blindés russes qui valaient des fortunes. Ça a vraiment donné l'impression que l'armée russe avait, comme le disent nos sources, une guerre de retard. Oui, et ce succès initial a été psychologiquement dévastateur pour les Russes. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce succès a été assez bref. Ah bon? Oui, il a presque servi de leurre. Très vite, la Russie a adapté sa guerre électronique et a commencé à descendre les Bayraktar en grand nombre. C'est là que le vrai combat a commencé. Lequel? Un duel capacitaire permanent. Les Russes ont sorti leur propre drone kamikaze, comme le Lancet 3, qui est redoutable d'après ce que j'ai lu. Extrêmement. Et en réponse, les Ukrainiens ont dû innover à une vitesse hallucinante. Plus, avec des drones chers et importés, mais avec leur propre système, souvent développés dans des ateliers et financés par des cagnottes en ligne. C'est ça qui est dingue, cette capacité d'innovation forcée. Et ça a été particulièrement spectaculaire sur mer. Ah oui, sur mer. J'ai noté une citation d'Aurélien Duchesne, qui est très parlante. L'Ukraine est parvenue à mener une guerre navale asymétrique, grâce à l'une des flottes de drones les plus en pointe de la planète. Quand on y pense, c'est fou, c'est complètement fou. Un pays sans marine de guerre, ou presque, qui réussit avec des petits bateaux drones kamikazes à couler ou endommager plus d'un tiers de la flotte russe de la mer Noire. C'est une humiliation stratégique majeure pour la Russie. Ces drones navaux, comme le Magura V5, sont devenus de tels symboles qu'ils ont même leur propre timbre-poste. C'est vrai, j'ai vu ça. Ils sont petits, rapides, difficiles à détecter. Et ils frappent là où ça fait mal. Ils ont forcé la flotte russe à se cacher dans ces ports. Et sur Terre, le changement est tout aussi brutal. C'est-à-dire, les sources estiment que les drones sont maintenant responsables des 2/3 des pertes humaines russes. L'artillerie, la reine des batailles depuis des siècles, a été détrônée. Par quoi? Par des essaims de petits drones FPV, pilotés avec des lunettes de réalité virtuelle. Et ça continue d'évoluer. Les documents parlent de concepts encore plus avancés, comme les drones mer. Oui, des drones plus gros, qui agissent comme des porte-avions volants, et qui larguent une nuée de petits drones d'attaque sur la cible. On entre dans la science-fiction. Quelles sont les conséquences pour le soldat sur le terrain? C'est un cauchemar psychologique permanent. La notion de ligne de front ou de zone arrière, en fait, elle s'estompe. Il n'y a plus d'endroit sûr? Nulle part. Un drone peut vous repérer et vous frapper n'importe où, n'importe quand. Dans une tranchée, au repos, à 20 km, dans un camion à 100 km. Ce bourdonnement constant dans le ciel, ça use les nerfs. Ça paralyse. Et face à cette ingéniosité ukrainienne, les Russes, évidemment, ont réagi. Les sources montrent une adaptation industrielle massive. Ah oui, le chiffre qui ressort est ahurissant. La Russie, comme l'Ukraine, vise une production de 3 à 4 millions de drones. Pour 2025? Pour la seule année 2025. C'est un ordre de grandeur qui change absolument tout. La dronisation de l'armée est devenue une priorité absolue pour le Kremlin.
L'analyse qui est faite, c'est que l'armée russe de demain aura peut-être moins de chars, mais elle aura pris une formidable avance sur les armées européennes dans ce domaine. Ils ont appris dans la douleur. Exactement. Ils ont compris que dans une guerre d'usure, la quantité devient une qualité. Une nuée de 100 drones à 500 € est souvent plus efficace qu'un seul drone à 5 millions. Mais ils ne misent pas tout sur la masse, si je comprends bien. Non, ils jouent sur les deux tableaux. Ils ont la masse, avec les drones FPV, les copies de drones iraniens, les Shahed. Mais ils ont aussi des plateformes très avancées. Par exemple, qui coûtent dans les 7 millions de dollars, ou le très ambitieux drone de combat furtif Sukhoi S-70 Oratnik B. C'est une sorte d'aile volante, c'est ça? Voilà. Estimés à 16 millions d'euros pièce, conçus pour accompagner leurs avions de chasse de nouvelle génération. Ils préparent déjà la suite. Et quand on voit ces chiffres, des millions de drones, une industrie de guerre qui tourne à plein régime, on se tourne forcément vers l'Europe, et on se demande où en sommes-nous. Eh bien, les documents sont assez unanimes et plutôt critiques. Le mot qui revient souvent, c'est retard. Un retard qui s'explique par une philosophie, on va dire, complètement différente. L'Europe, et la France en particulier, a longtemps privilégié la qualité sur la quantité. Le fameux toujours plus techno. Exactement. développer un petit nombre de drones très high-tech, très performants, mais très très chers. L'exemple emblématique, c'est l'Eurodrone. Ah, l'Eurodrone. Les chiffres donnent le vertige. Il ne sera pas là avant 2031, et on parle de 120 millions d'euros pour un seul drone. C'est presque une œuvre d'art, pas une arme pour une guerre de saturation. C'est précisément le problème. Il risque d'arriver trop tard, d'être trop cher, et donc inadapté. Une des analyses, celle d'Amélie Ferret, est intéressante. Pourquoi ? Elle ne pointe pas seulement des raisons industrielles, comme la lenteur des coopérations européennes. Elle avance aussi des raisons sociologiques. Sociologiques, c'est-à-dire, je pensais que c'était surtout budgétaire ou technique. On parle de la culture de l'aviateur, de l'imaginaire du pilote de chasse. Pendant longtemps, dans les armées, le drone a été perçu comme une technologie, dégradante. Piloter un drone depuis une base, c'était vu comme un job de geek, une dégradation du statut par rapport au prestige du pilote de Rafale qui risque sa vie. Ce biais culturel a clairement freiné l'investissement. C'est fou de voir comment une représentation culturelle peut avoir un tel impact stratégique. On sent quand même une prise de conscience. Les sources mentionnent des tentatives de rattrapage. Heureusement. Comme le démonstrateur NURN de Dassault, ou le projet Aroc de Tursis et Gaillard, qui va même construire sa propre usine. Les lignes bougent. Oui, la prise de conscience est là, brutalement accélérée par l'Ukraine. La vision pour les futurs programmes européens, comme le SCAF pour l'aviation, c'est d'intégrer des drones qui combattront aux côtés des plateformes pilotées. Mais ça pose une autre question. Laquelle ? À l'horizon 2040, face à la vulnérabilité des avions et des chars pilotés, est-ce qu'il ne faudrait pas carrément envisager de les remplacer par des systèmes autonomes ? La question est posée dans les documents. La question est posée et elle est vertigineuse. Et pendant que l'Europe essaie de combler son retard, les sources nous emmènent dans une autre dimension, la Ligue des superpuissances. Et là, les États-Unis ont une avance considérable. Oui, et notamment dans le domaine naval, qui est souvent moins médiatisé. Leur navire de guerre autonome, le Sea Hunter, un trimaran capable de traquer des sous-marins pendant des mois sans équipage, est en service depuis presque 10 ans. Ce n'est plus de l'expérimentation, plus du tout. Et l'objectif de l'US Navy est clair, 150 navires de ce type d'ici 2045. Pour contrer la marine chinoise, qui mise, elle, sur le nombre. Et pour les drones aériens, l'arsenal américain est un véritable écosystème. C'est ça qui est clé, la diversité. Ils ont l'étalon or, le MQ-9 Reaper. C'est le bourreau de travail, capable de voler plus de 24 heures avec des missiles. Et ensuite, ils ont l'œil dans le ciel, le RQ-4 Global Hawk, un monstre de surveillance qui vole très haut, un satellite réutilisable, qui peut scanner en une journée une surface grande comme la Corée du Sud. C'est impressionnant. Et puis, il y a la nouvelle génération, comme le Kratos XQ-58 Valkyrie, un drone furtif considéré comme low cost. Low cost à 7,3 millions d'euros quand même. Oui, tout est relatif. Il est conçu pour opérer en essaim ou pour servir d'ailier robotique à un chasseur piloté.
Donc, ce n'est plus un drone contre une cible, c'est un nuage de menaces qui vient submerger l'adversaire. Exactement. C'est le cœur du programme réplicateur du Pentagone. L'objectif, c'est de pouvoir déployer en 24 heures des milliers de drones autonomes connectés par une IA pour saturer n'importe quelle défense. Le vrai multiplicateur de force, ce n'est plus le drone seul, c'est l'intelligence collective de l'essaim. L'IA devient le centre de gravité. Absolument. Et c'est justement sur ce terrain de l'IA que la Chine se positionne comme le grand rival. Les sources sont très claires. Pékin a fait de l'IA une priorité nationale absolue, avec des investissements colossaux et, disons-le, beaucoup moins de contraintes éthiques. L'image utilisée dans un des articles est saisissante. Elle parle des balais de drones lumineux qui forment des dragons dans le ciel de Shanghai. Oui, pour des spectacles. Et l'article dit que ça pourrait bien préfigurer des essaims de drones tueurs coordonnés. La technologie de base est la même. Et un chiffre donne le vertige. La Chine aurait déjà commandé plus d'1 million de drones kamikazes. Il mise à la fois sur la masse et sur l'intégration de l'IA à tous les niveaux. Toute cette technologie, cette distance, ça a un impact humain terrible. Une des sources décrit la guerre par drone comme un jeu vidéo pour l'opérateur, mais un cauchemar pour la cible. C'est une formule très juste, malheureusement. L'exemple le plus glaçant vient du Yémen. On y rapporte que des mères disent à leurs enfants le soir « Va te coucher ou j'appelle les drones ». C'est une phrase terrible. C'est glaçant. L'arme devient un instrument de terreur psychologique permanente, invisible, omniprésente. Et c'est le visage de la guerre asymétrique moderne. Un opérateur, dans un container climatisé au Nevada, peut projeter une violence létale à l'autre bout du monde, sans risquer sa vie, mais en voyant tout en haute définition. Cette déconnexion est une des grandes ruptures de la guerre du XXIe siècle. Si on fait le bilan, le tableau est vertigineux. L'Ukraine comme détonateur, l'Europe qui court pour attraper son retard, et au sommet, les États-Unis et la Chine dans une bataille acharnée pour la suprématie. Si on devait retenir une idée maîtresse, ce serait celle de la démocratisation de la menace. L'accès à une puissance de feu aérienne n'est plus réservé aux grandes puissances. N'importe qui peut avoir son aviation. En quelque sorte, des groupes comme les Houthis, avec des drones rustiques, peuvent défier les marines les plus sophistiquées du monde. La défense anti-drone n'est plus une spécialité, c'est devenu une nécessité vitale, pour tout le monde. Et pour finir, il y a une pensée qui traverse toutes ces sources. Une question éthique fondamentale. L'autonomisation. L'autonomisation de la décision de tir. Aujourd'hui, un humain doit encore donner le feu vert final. En théorie. Mais face à des essaims qui prennent des décisions en quelques millisecondes, bien plus vite qu'un cerveau humain, combien de temps avant que la pression de la compétition stratégique ne nous pousse à retirer l'humain de la boucle? La question n'est peut-être pas si on le fera, mais qui le fera en premier? Pour conserver un avantage tactique décisif, que se passerait-il le jour où une machine décidera seule, sur la base d'un algorithme, de tuer?